Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette vidéo en fait. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons entamer notre deuxième projet sur l'aide à nos différents apprenants pour leur projet de soutenance. Donc là, Alors le contexte, il est simple comme d'habitude, mais délicat pour notre apprenante qui vient du Maroc. Alors je vais lire. Tout d'abord, je dois me présenter. Donc, je suis Daldoul Mayassa, étudiant à ENA, topographie et géomatique. Là-bas, c'est en Tunisie, autant pour moi. ENA, c'est l'École nationale d'administration, option topographique et géomatique en Tunisie. J'ai besoin de votre aide. Si vous n'avez pas de problème, bien sûr. Alors, cette année est la dernière pour moi. Pour mes études, le sujet de mon projet de fin d'études concernant l'inondation de Oued Madjeda en Tunisie. J'ai vu vos publications de la formation en enquête et je trouve que c'est très intéressant pour mon projet, mais malheureusement, la formation était en 2021. Donc, donc, où vous pouvez vous m'aider à résoudre mon problème et merci d'avance. La gestion des risques d'inondation de Oued Majela, aléas, vulnérabilité, euh, d'où et comment je peux collecter les données raster et vectorielles, comment calculer le taux d'erreur du résultat final, savoir la marge d'erreur. Alors, pour ce problème d'inondation, je vais prendre un projet d'inondation pas particulièrement dans son sens, donc on va parler de manière générale. Je vais d'abord commencer par la formation dont elle parle. Cette formation-là, elle se déroule chaque mois. Donc, si vous êtes tombé sur une publication de 2021, il faut savoir que cette formation-là dure 4 mois. Elle se déroule début chaque fin du mois. Donc, chaque fin du mois, il y a toujours une vague. Il y a toujours une vague. Donc, il y a cela que je voulais aussi rappeler. Alors, c'est quoi l'inondation? Une inondation est une submersion temporaire, naturelle ou artificielle d'un espace par l'eau liquide. Ce terme est fréquemment utilisé pour décrire le débordement d'un cours d'eau en crue, puis en décrue sur les terrains voisins. L'eau est répandue dans les terrasses dans l'expression topographique. Donc, pour les causes, nous avons les pluies torrentielles sous orage, les tsunamis, les crues, les siphonings, la pluie. Pour effet, nous avons la mort, dommages, intérêts, rupture de barrage. Alors, ça, c'est de manière générale, voilà l'inondation. Alors, en de manière simple, l'inondation, c'est juste euh, la prise en forme de l'eau qui reprend ses dimensions. Alors, je vais, on va commencer de manière simple, terre à terre, pour que vous compreniez un peu quelque chose. Par exemple, voici un cours d'eau. Je prends cette image-ci, ça va être la première image. Voici un cours d'eau qui passe là. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'on a les lits mineurs, les lits majeurs, les lits mineurs, les lits moyens et les lits majeurs. Alors, les lits mineurs, on peut dire, c'est la quantité d'eau minimale qui se retrouve dans un cours d'eau. Vous voyez un peu? C'est la hauteur minimale de l'eau dans un cours d'eau. Prenons ça comme ça. Et puis, par exemple, on va prendre, lorsque nous sommes en période de sécheresse, vous pouvez voir que les cours d'eau diminuent. Donc, le cours d'eau est au niveau de son lit mineur.
Et le cours d'eau peut faire pendant des années. Et lorsqu'il pleut, il arrive au niveau de son lit moyen. Lit moyen. Maintenant, le cours d'eau peut faire des années sans atteindre son lit majeur. Par exemple, si nous sommes là, on voit un peu. Par exemple, on dit voici les lits mineurs, lit majeur, lit moyen et lit majeur. Lit majeur là en haut, dans lit moyen là et lit majeur là. Le voici à la forêt, ça veut dire que ce cours d'eau peut faire des années sans atteindre ce lit majeur. Mais sauf que ici, c'est un lit majeur, donc c'est une zone à risque, c'est une zone à inondation. Alors, lorsqu'une personne lambda va venir construire ici, lorsqu'une personne lambda va venir construire ici, lorsque il y aura vraiment, je peux dire un débordement, etc., cette eau-là, il ne faut pas lire un message, hein, cette eau-là va revenir là, va recouvrir son lit majeur et vous serez dans une zone d'inondation. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ça veut dire que vous pouvez voir que il peut dire ça comment, que le cours doit diminuer. Le cours doit diminuer, le cours d'eau s'est asséché, autant pour moi. Donc, vous voyez toujours que lorsque le cours d'eau augmente, ça n'atteint plus certaines proportions. Vous allez dire non, comme ça n'atteint plus cela, je vais aller construire là-bas. Ça devient une terre habitable. Non, c'est une zone vulnérable. Donc, voilà d'abord la première erreur. Voilà d'abord une première cause d'inondation, en fait. Alors, deuxième cause que vous devrez savoir, c'est que lorsqu'il y a des pluies, lorsqu'il y a des pluies, les zones forestières, les zones forestières, les zones qui ont une couverture naturelle et les zones de construction ne retiennent pas de l'eau de la même manière, n'absorbent pas de l'eau de la même manière. C'est-à-dire, l'espace urbain est presque imperméable, alors que l'espace naturel est perméable. C'est pour cela qu'au niveau, lorsqu'il y a euh, de l'eau en abondance au niveau de l'espace urbain, autant pour moi, l'eau ne va pas pénétrer une seule fois dans la surface facilement. Ça serait très difficile. Ça serait très difficile par rapport à l'espace naturel. Deuxième chose que vous devez comprendre aussi, c'est au niveau des types de sols. Des types de sols. Un sol argileux, par exemple, et un sol sableux. Un sol argileux n'est pas perméable par rapport à un sol sableux. C'est-à-dire, au niveau du sol du type argileux, l'eau va se recouvrir une seule fois à la surface, l'eau ne va pas descendre. L'eau va être au niveau de la surface sans descendre. Alors que dans un sol sableux, l'eau va, c'est plus perméable, donc l'eau va entrer directement. Donc voilà d'abord l'autre élément. Il y a encore l'autre élément, c'est la pente. Par exemple, nous sommes là. Lorsque il y a une pluie, que la pluie arrive là. La pluie arrive là. Par exemple, nous avons une autre pluie là. Et vous voyez, celle-ci va circuler une seule fois et arriver au niveau de la rivière. C'est-à-dire, il pleut là. Ça va circuler là au niveau de cette pente-ci. La grande pente. L'eau va circuler une seule fois au niveau de la rivière. Tandis que ici, pour cette pente-ci, l'eau ne va pas circuler une seule fois. L'eau va d'abord pénétrer ici dans cette surface-ci. Donc, ça dépend aussi de la pente. Puisque la pente est grande, plus l'eau va s'écouler facilement. Le sol n'est pas aussi perméable au fait. Là-bas, c'est un cas avec la structure du sol. Nous allons passer maintenant à un autre cas avec les crues. Alors, voici par exemple un cours d'eau. Voici par exemple un cours d'eau. Nous avons
Ok. Nous avons là, on va prendre, oui, nous avons ici. Nous avons un village situé sur cette zone-ci, comme vous voyez. Il pleut ici pour que l'eau quitte d'ici là, jusqu'ici, de ce cours d'eau jusqu'à ici, ça fait, non. Nous avons un village là, au niveau de ce nœud. Pour que l'eau quitte d'ici, jusqu'ici, ça fait 5 jours en route. 5 jours. Donc, s'il pleut ici là, pour que l'eau de la pluie quitte d'ici jusqu'à ici, nous avons quoi? 5 jours. Maintenant, pour que l'eau quitte d'ici, par exemple d'ici jusqu'ici, c'est une demi-journée. Vous voyez? Maintenant, s'il pleut ici, ici, il pleut ici. Maintenant, après 4 jours et demi, il pleut ici là. Vous voyez que les deux pluies vont se rencontrer au niveau de ce nœud au même point, au même moment. Du coup, dès que les deux vont se rencontrer au même moment, il y aura inondation là. Toute cette zone-ci sera inondée. Serait inondée autant pour moi. Donc, toute cette zone va être inondée. Donc, quelques, voilà quelques, je peux dire ça comment, quelques causes, au fait, quelques causes de l'inondation. Alors, comment résoudre un problème d'inondation? Comment résoudre un problème d'inondation? Comment résoudre? Alors, je vous ai dit tantôt que l'inondation se fait, on a les lits mineurs, lits majeurs, lits mineurs, lits majeurs et puis les lits moyens. On doit pouvoir cartographier les zones. Alors, nous avons donc une méthode par approche hygromorphologique de détermination des zones inondables. Donc, la méthode alors consiste à recouvrer les traces géomorphologiques laissées par les anciennes inondations et établir un historique cartographique des anciens crus. Comme je le disais tantôt, on doit juste répertorier toute cette zone-ci, minim, minimum, donc maximum, minimum, le lit jusqu'au lit majeur et répertorier sous forme cartographique autant pour moi. Délimiter les différentes unités spatiales de fonctionnement du cours d'eau pour cartographier la susceptibilité spatiale et la vulnérabilité en jeu. Au fait. Maintenant, délimiter les différentes unités spatiales et fonctionnelles. Maintenant, les différentes unités spatiales, c'est l'occupation du sol. C'est l'occupation du sol. Faire une carte de susceptibilité. Occupation du sol avec là, ici, il est question de montrer l'importance de la végétation. L'importance de la végétation sur la stabilité. L'importance de la végétation. Donc, il y a cette carte-là. Alors, l'approche hygrogéologique de détermination des zones inondables, les critères d'identification et de délimitation. La morphologie, dans les critères morphologiques, nous avons les talus, les ruptures de pente, la microtopographie, des contacts entre les différentes unités, la sédimentologie, la granulométrie, la nature, la couleur, la formation superficielle des différents lits, les indices hybriques,
liées à la présence d'eau de surface au sol ou à faible profondeur. L'occupation du sol, végétation, dépendant de la nature du sol et de leurs caractéristiques hybrides. Les causes d'inondation. Alors, je veux encore revenir, je n'ai pas parlé de ça. Il peut arriver qu'il pleut vraiment abondamment et que tout ceci, on voit maintenant l'utilité du bassin versant et que tout ceci, le bassin, ça absorbe vraiment de l'eau, ça absorbe vraiment de l'eau et puis le bassin versant est déjà rempli. Lorsque le bassin versant est déjà rempli, il va commencer à pleuvoir. Il peut arriver que si ici c'est une petite zone, peut-être ici, il peut arriver que l'eau passe normalement ici, mais ici devient inondé. Ici devient inondé parce que ça ne peut plus absorber de l'eau. Lorsque le bassin versant ne peut plus absorber de l'eau, l'eau va être tout simplement rejetée là. Donc, cette zone peut être inondée sans que l'eau d'ici ne déborde pour arriver là. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire quoi? Il peut y avoir une inondation ici sans que l'eau d'ici n'affecte cette inondation-ci, de cette zone. Tout simplement parce que le bassin versant est rempli. Donc, alors, ce que vous devez comprendre, c'est que la statistique hygrologie au niveau du travail, statistique hygrologie, crue historique, période de retour de facteurs, estimation des vulnérabilités. Alors, le travail cartographique de laboratoire, la photo-interprétation stéréoscopique qui nous permet, de voir les talus, les ruptures, les pentes, les contacts entre différentes unités. Entre différentes unités. Nous avons, pour le travail de terrain, nous avons l'observation de la micro-topographie, analyse de sédimentologie. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut connaître la structure du sol, la variation spatiale et temporelle des dépôts récents et actuels, l'hygropédologie. Alors, les résultats que vous devez avoir pour votre analyse sont la cartographie des risques d'inondation, atlas des zones inondables, carte informative des phénomènes, carte des aléas d'inondation, carte des enjeux, carte des risques d'inondation, plan de prévention des risques d'inondation. L'analyse du fonctionnement dynamique des cours d'eau et crues, retour d'expérience des crues récents. Donc, alors, nous sommes presque à la fin. Nous sommes presque à la fin. Je vais maintenant passer à autre chose. Lors, lors de l'inondation, on peut appliquer les méthodes directes et indirectes pour lutter contre cela. Voilà la méthode directe. Nous avons le curage. Vous voyez, on essaie de créer un chemin de débroussaillage. Nous avons le calibrage. Donc, on essaie de calibrer l'eau. Envoyer au niveau de l'eau qu'aux surface. Protection des berges. On essaie de faire des berges à différentes hauteurs. Des digues. Des digues, c'est pour protéger des espaces vivables, pour que l'eau ne déborde pas. Maintenant, il y a une autre manière ici. Non. Cette manière-ci, recalibrage. Le recalibrage ici, c'est parce qu'avec les digues, lorsque on réduit l'espace
du cours d'eau, ça augmente non seulement son débit, ça augmente son débit. Du coup, si il y a rupture du digue, toute cette zone-là habitable est en danger. Maintenant, le recalibrage ici, c'est juste créer des lacs artificiels. Créer des lacs artificiels dans des zones non habitables. Lorsqu'il y a inondation, faire dévier les cours d'eau vers ces lacs artificiels-là. C'est après le remplissage des lacs que l'eau va partir de l'autre côté. Donc, au fur et à mesure, on crée des lacs artificiels. Donc, c'est ça d'abord. Et cette méthode aussi permet de réduire non seulement la quantité d'eau, mais aussi les débits d'eau. Les débits d'eau. C'est la méthode la plus recommandée actuellement. Alors, pour les méthodes indirectes, nous devons faire le renforcement des ouvrages, la réalisation des canaux comme cela. C'est ça qu'on retrouve au niveau des grandes villes. Les barrages, réalisation des barrages ou c'est comme cela. Alors, comment est-ce que le bassin versant fonctionne? Comment est-ce que le bassin versant fonctionne? Alors, si par exemple nous avons, regardez bien, nous avons ce cours d'eau-ci. Vous remarquez que ici, ceci a sa couleur. On va prendre l'eau qui va se déverser là. On va prendre l'eau que si c'est plus visible là. Qu'une couleur. L'eau qui va se déverser là et qui va aussi se déverser là va virer directement vers ce cours d'eau-ci. Donc, à l'intérieur ici, l'eau qui va se diriger vers ce cours d'eau-ci. L'eau qui va se déverser là va se diriger vers ce cours d'eau-ci. Donc, les zones où il y a changement de couleur là sont uniquement des zones, des limites de chaque bassin versant. Chaque cours d'eau a son bassin versant. Ça dépend maintenant du niveau du cours d'eau. Donc, ça dépend du niveau de cours d'eau. Le bassin versant d'un océan ne peut pas être le bassin versant d'une rivière, ne peut pas être le même bassin versant d'un cours d'eau, d'un simple cours d'eau. Parce que le bassin versant d'une rivière, c'est juste des eaux. On peut dire que c'est une délimitation de l'eau, de l'ensemble d'eau qui se déverse sur la rivière, tout simplement. Donc, vous voyez que ce bassin versant va être réduit par rapport au bassin versant on appelle ça comment, euh, du fleuve. Alors, le calcul des erreurs. Parce que ici, on parle de vulnérabilité. On associe deux éléments. SIG plus télédétection. Vous devez le savoir. On associe deux éléments, SIG et télédétection. SIG pour prendre les décisions à la fin et télédétection pour détecter puis analyser. Ici, vous devez utiliser les matrices de confusion, les nouveaux canaux qui vont vous aider à mieux analyser votre image. À mieux analyser votre image. La collecte des données se fait en fonction il faut chercher juste des anciennes données d'inondation. Il fait une digitalisation. Lorsque vous faites la digitalisation, vous aurez une zone d'inondation. Vous aurez les lits majeurs et les lits mineurs. Donc, vous partez sur Google Earth, vous cherchez la zone où il y a eu inondation de votre zone d'étude. Vous prenez l'image et vous essayez de digitaliser cette image dans la zone inondable, tout simplement. Parce que la zone à risque, c'est la zone d'inondation. La zone, le lit majeur, bien sûr, un cours d'eau fait 10 ans, ça atteint son lit majeur, c'est toujours une zone à risque. Alors, est-ce qu'on peut construire dans une zone d'inondation? Oui, oui.
On peut construire dans une zone d'inondation. Maintenant, je vais parler des pays développés. Pourquoi je l'ai dit? Si par exemple le lit majeur atteignait par exemple 10 mètres, vous devez construire à mesure où votre maison devrait dépasser les 10 mètres là. Pourquoi? Parce que le jour qu'il y a inondation, vous devez monter jusqu'au toit de votre immeuble, jusqu'à un niveau où on peut venir vous chercher, où on peut venir vous secourir avec des hélicoptères facilement. C'est pour ça que j'ai parlé des pays développés. Pour les pays non sous-développés, c'est difficile puisque vous pouvez créer votre zone d'inondation, votre maison à 10 mètres, mais le jour de l'impact, il y a peu de moyens, il y a peu de ressources disponibles et puis vous n'êtes pas secouru. Donc, c'est un peu cette nuance-là. Donc, collecte des données tout simplement à base d'anciennes données. Matrice de confusion pour mieux voir la carte d'occupation du sol, pour essayer de voir, c'est à base de la carte d'occupation du sol qu'on va essayer de voir l'évolution. Vous devez aussi calculer l'indice normalisé d'urbanisation et l'indice normalisé de végétation pour pouvoir voir l'évolution de la végétation. Alors, l'évolution de l'urbanisation. Vous devez aussi savoir que plus en, une végétation est à mauvais état, c'est-à-dire inférieure à 0,4, l'indice normal de végétation est inférieur ou égal à 0,4, ça veut tout simplement dire que cette végétation-là ne va pas absorber de l'eau facilement, ne va pas absorber de l'eau. Donc, il y a une susceptibilité d'inondation. Mais si c'est supérieur, ça veut dire que cette végétation est en bon état, donc peut absorber de l'eau. Donc, voilà aussi ce que vous devrez voir. Bon, pour que votre sujet, votre mémoire soit traitée, comme je le dis toujours, il faut vous abonner, commenter la publication, la partager et puis la publication qui sera la plus commentée, son sujet va être traité et puis la personne aura des séances avec moi personnellement et gratuitement pour son projet ou bien pour son mémoire, ça dépend d'elle. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, matinée, que Dieu nous bénisse vraiment à tous.